La guerre contre la drogue est un énorme échec. Aux États-Unis et partout ailleurs dans le monde. Les drogues, il y en a toujours autant qu'avant. Elles sont meilleur marché et il n'y a jamais eu autant de gens derrière les barreaux. Bref, c'est un désastre, un fiasco complet. La guerre la plus ratée de l'histoire américaine. Les profits que les cartels tirent de la vente de la drogue aux États-Unis représentent plus de 50 milliards de dollars, ce qui leur permet de se procurer des armes, de mettre en place de véritables organisations et d'avoir de l'argent pour corrompre des hauts fonctionnaires dans n'importe quel pays du monde. Il y a un certain nombre de gens qui pensent que la prohibition va de soi parce qu'ils n'ont pas compris que depuis que l'homme est homme, il a eu recours à des produits. Il a eu recours à des drogues. C'est pour ça que le terme de lutte contre la drogue, c'est quasiment un terme de lutte contre soi-même. Nous ne pouvons pas laisser le marché de la drogue aux mains de criminels. L'État doit prendre ses responsabilités. Le Mexique a déclaré la guerre à la drogue. Personne n'est épargné. Depuis 2006, le gouvernement mexicain mobilise l'armée contre les cartels. C'est une bataille sans merci. Des dizaines de milliers de personnes sont mortes, 20 000 ont disparu sans laisser de traces. Comme les 43 étudiants de Guerrero, devenus célèbres dans le monde entier. Mais l'État n'a pas gagné la guerre. Le démantèlement de quelques puissants cartels n'a pas mis fin à la violence. À l'image d'une hydre, de nouvelles têtes surgissent constamment. Au lieu d'avoir 5, 6 ou 10 cartels bien identifiés, dotés d'une organisation claire et opérant dans des aires géographiques plus ou moins délimitées, nous nous retrouvons aujourd'hui avec plus de 80 groupes criminels. En effet, à chaque fois que l'un des chefs du trafic est capturé ou abattu, son organisation se restructure. Il y a des scissions, des cellules d'hommes de main s'autonomisent et se mettent à agir de manière indépendante. Il devient alors beaucoup plus difficile de les répertorier, de les localiser et de les comprendre. Le plus grand baron de la drogue du Mexique, Chapo Guzman, a déjà réussi par 2 fois à s'échapper d'une prison de haute sécurité. Il n'a pas pu le faire sans l'aide et sans la complicité des autorités qui ferment les yeux. Les magnats de la drogue peuvent tout acheter, même l'impunité. En 2006, le président Felipe Calderón a déclaré mettre fin au pouvoir des cartels avec l'aide de l'armée. Je crois que ça a été une erreur de faire appel à l'armée pour intensifier cette guerre, d'utiliser le bâton plutôt que de mettre en œuvre des solutions plus efficaces. Le résultat, ce sont ces 80 000 morts, en majorité des jeunes de 15 à 25 ans, qui n'étaient pas nés délinquants, qui n'auraient pas dû mourir, mais qui sont morts dans cette guerre injustifiée. C'est une raison supplémentaire d'en finir avec la prohibition et de ne plus se plier aux ordres des États-Unis qui voient leurs seuls intérêts et pas ceux du reste du monde. Mesdames et messieurs, voici ce qui ressort de la réunion que je viens d'avoir avec les leaders des 2 partis. L'ennemi public numéro 1 aux États-Unis est l'usage des stupéfiants. Dans les années 60, une grande partie de la jeunesse américaine se révolte contre le système politique et ses valeurs, mais aussi et surtout contre la guerre au Vietnam. La consommation de drogue est considérée comme une forme de protestation. En déclarant la guerre à la drogue, Nixon avait plusieurs objectifs en tête. Primo, montrer qu'il réagissait à une crise politique. Deuxio, interpeller la majorité silencieuse, les Américains d'un certain âge dépassés par la culture de la drogue qui émergeait dans les années 60 et 70.
Tertio a essayé de diaboliser les hippies, les jeunes aux cheveux longs, la génération rebelle. La guerre de la drogue conduite par Nixon a fait du Bureau fédéral des stupéfiants la plus grande agence de police qui ait jamais existé dans le monde, la DEA. Panama, 20 décembre 1989. Invasion américaine. 20 000 soldats débarquent. Objectif, arrêter le dirigeant du pays, Manuel Noriega. Les États-Unis lui reprochent d'avoir utilisé le Panama comme plaque tournante du trafic de stupéfiants vers les États-Unis. Pendant des années, il a été un informateur grassement payé de la CIA. Mais il est ensuite tombé en disgrâce. Après de violents combats qui font quelques 300 morts, Manuel Noriega se réfugie à l'ambassade du Vatican. Les Américains diffusent une musique rock assourdissante devant l'ambassade. Manuel Noriega se rendra le 3 janvier 1990 et sera emmené à Miami par l'agence antidrogue américaine, la DEA. Plus tard, il sera condamné à 40 ans de prison. Fidèles à leur bonne vieille tradition de l'hégémonie, les États-Unis tiennent à exporter la guerre loin de chez eux. Ils ont préféré la mener en Colombie puis au Mexique à l'époque du président Calderón. Aujourd'hui, il me semble que cela a été une grosse erreur de leur apporter un tel soutien, alors que ce sont eux les consommateurs de drogue. C'est à eux de résoudre le problème, et c'est à eux de faire ce qu'il faut pour en finir avec la prohibition, en s'inspirant de leur propre expérience chez eux. Les pays les plus violents de la planète sont ceux par lesquels transitent les stupéfiants pour gagner les marchés où ils sont vendus. Selon les chiffres de l'ONU, la Colombie, le Venezuela, le Honduras et le Mexique font partie des États qui enregistrent le plus grand nombre de meurtres. Où a commencé ce débat? En Amérique latine. Et pourquoi en Amérique latine? Parce que les pays du sous-continent américain en ont assez de faire les frais d'un problème qui n'est pas le leur, qui est un problème de consommation sur d'autres marchés, et qui se traduit pour nous par des niveaux records de violence et de corruption, et par une véritable pagaille institutionnelle. Nos pays ont décidé de hausser le ton, pour dire qu'il faut trouver d'autres solutions, parce que nous ne sommes plus d'accord pour continuer à livrer cette guerre. En tout cas, pas à un tel prix. C'est dans les zones de transit du trafic de drogue et dans les deux grands pays consommateurs, les États-Unis et le Brésil, que la population est le moins en sécurité. On y trouve 47 des 50 villes les plus dangereuses au monde. Le problème de violence que nous avions ici, en Colombie, il existe désormais au Mexique et en Amérique centrale. Il n'a pas disparu. La violence se déplace, elle aussi. Il n'y a pas que les cultures et les cartels. La violence aussi bouge et va s'installer ailleurs. Aujourd'hui encore, la Colombie est l'archétype du narco-État. Dans la capitale Bogota, la police est omniprésente. Il n'y a presque plus d'attentats ni de fusillades comme dans les années noires. Mais la sécurité coûte chaque année plusieurs milliards de dollars au pays. Dans les années 80 et 90, Pablo Escobar devient l'un des hommes les plus riches au monde grâce aux profits colossaux qu'il tire du trafic de stupéfiants. Dans les quartiers pauvres de Medellín, il se drape des beaux habits du bienfaiteur. Il n'emmène pas moins un combat sans merci contre l'État, contre ses concurrents et contre ses détracteurs. L'un d'eux est Luis Carlos Galán. En 1989, il est le candidat le mieux placé dans la course à la présidence. Pour lui, les cartels de la drogue représentent un pouvoir obscur et criminel qui gangrène l'État. Nombre d'hommes politiques de gauche se font assassiner. À cet endroit, Luis Carlos Galán va à son tour être abattu par des tueurs à gages. 18 août 1989. Luis Carlos Galán se rend à un meeting de campagne. Ce jour-là, les sondages lui donnent une nette avance. Il est en passe de devenir le prochain président de Colombie. Son fils se souvient. Il croyait en l'avènement d'une nouvelle société colombienne, en un changement des mentalités dans notre pays.
Et je pense que nous sommes passés à côté du changement qui se serait produit s'il était arrivé au pouvoir. C'est pour cela qu'ils l'ont assassiné, parce qu'il était quelqu'un qui voulait changer les choses, engager des réformes, face à un establishment habitué à faire des compromis avec certains groupes d'intérêt, à tolérer certaines pratiques de corruption et de clientélisme. Mon père représentait de toute évidence une menace pour eux. Aujourd'hui, le député réclame une autre politique. Une politique selon laquelle il ne faudrait pas sanctionner les cultivateurs de coca ni les consommateurs. Il est l'auteur d'un projet de loi pour légaliser la marijuana. La guerre contre la drogue est une guerre inutile, une guerre perdue, une guerre où nous avons échoué, où l'humanité s'est égarée. Beaucoup y ont perdu la vie, des vies précieuses qui resteront comme un témoignage sanglant pour la postérité. Il est temps de chercher d'autres formules, de nouvelles politiques, de nouvelles solutions et de reconnaître que la drogue fait partie depuis toujours de l'histoire de l'humanité. Après la mort de Luis Carlos Galán, c'est le jeune César Gaviria qui devient président de la Colombie. Au cours de son mandat à la tête du pays, Pablo Escobar est abattu par la police. Cela met fin à l'un des chapitres les plus sanglants de l'histoire colombienne. Mais la guérilla, elle aussi financée par l'argent de la drogue, se poursuit. La victoire annoncée n'a pas lieu. Beaucoup de gens ici croient que nous avons gagné la bataille contre les narcotrafiquants parce que la violence aveugle que l'on voyait partout est devenue moins visible. Mais ce n'est pas vrai. Toutes les études montrent que la drogue continue de circuler comme avant. Et ce, alors que durant 15 ans, jusqu'en mai 2015, les États-Unis ont détruit les champs de coca avec du glyphosate. Les cultures se sont simplement déplacées. Aujourd'hui, la police possède son propre laboratoire de fabrication de cocaïne et ses propres plantations de coca. Dans ce centre colombien, on forme les antinarcoticos, les unités spéciales de lutte contre la drogue, y compris celles d'autres pays concernés. Les policiers sont armés comme des soldats. Les chiens doivent découvrir les explosifs cachés dans les plants de coca. En retrait, un conseiller de l'agence antidrogue américaine, la DEA. L'implication de la DEA dans la lutte contre la drogue en Amérique latine fait partie du Plan Colombia. Au cours des 15 dernières années, les États-Unis ont consacré 10 milliards de dollars à ce programme. Nous luttons contre le trafic de drogue à notre manière, sans base militaire, sans la DEA, sans appliquer des mesures dictées par les États-Unis. Et ça se passe mieux. En 2005, nous avions 34 000 hectares de culture contre moins de 20 000 aujourd'hui. Nous savons qu'une partie passe dans les circuits illégaux, nous en sommes conscients, mais nous sommes en train de réduire les surfaces sans qu'il y ait de morts parmi les cultivateurs, comme avant, sans tuerie, sans assassinat. En 2005, Evo Morales expulse la DEA. Il reproche à l'agence américaine de s'ingérer dans les affaires intérieures du pays. En Bolivie aussi, les plantations de coca devaient être détruites, mais la feuille de coca fait partie de la vie quotidienne et de la tradition depuis des siècles. Elle est riche en nutriments, coupe la faim et améliore l'endurance. La cocaïne, quant à elle, est un produit chimique, un stupéfiant. Selon les conventions de l'ONU, la feuille de coca est illégale, même s'il ne s'agit pas d'une drogue en soi. Aujourd'hui, c'est le deuxième produit d'exportation de la Bolivie. Nous sommes en train de mettre en place un programme de production de produits pharmaceutiques et médicaux exportables. Il est permis d'exporter du sirop de coca pour en faire du Coca-Cola. En revanche, on n'a pas le droit d'exporter nos feuilles de coca. Ce n'est pas très logique. La Bolivie pourrait gagner des centaines de millions de dollars par an avec les produits issus de la feuille de coca. Thé, biscuits, pommades, liqueurs.
Mais aucune distinction n'a été faite entre la feuille de coca et la cocaïne. Cela est dû à une convention de l'ONU de 1961 dont l'objectif est de protéger la santé et le bien-être de l'humanité, d'aboutir à un monde sans drogue. Je pense que ces conventions des Nations Unies étaient totalement utopiques. L'idée était qu'on vivrait un jour dans un monde sans drogue. C'est irréalisable. Cela va à l'encontre de la nature humaine. Le groupe bancaire britannique HSBC est un acteur majeur de la finance internationale. En 2012, elle est accusée de blanchiment d'argent. Selon une étude du gouvernement américain, il se vend chaque année pour 100 milliards de dollars de stupéfiants aux États-Unis. Les profits sont astronomiques. Des milliards de dollars en espèces passent clandestinement la frontière américano-mexicaine. Ils transitent généralement par des bureaux de change, puis par la filiale mexicaine de HSBC qui les fait rapatrier aux États-Unis en véhicules blindés ou par avion. Pour le sénateur Carl Levin, il s'agit d'un cas avéré de blanchiment d'argent. Le groupe bancaire reconnaît sa faute, promet de s'amender et présente ses excuses. Mais il n'est pas poursuivi en justice et écope seulement d'une amende de 1,9 milliard de dollars. Cela ne représente même pas 1 pour 1000 de son bilan total. Si la drogue était légalisée et réglementée, les cartels s'effondreraient-ils ? Ils ne disparaîtraient pas ou ne s'effondreraient pas complètement, mais ils perdraient une source de profit facile. Cet argent peut servir à acheter des armes ou à corrompre des hommes politiques. La légalisation n'est certainement pas la solution miracle pour lutter contre les cartels, mais on peut établir un parallèle. Admettons que les bénéfices des cartels reposent à 16-20% sur le cannabis. Maintenant, imaginons qu'Apple, Microsoft ou toute autre multinationale perdent 16 à 20% de ses bénéfices. Ce serait un énorme revers. Donc je pense que ce serait une bonne chose. Beaucoup de ces cartels sont déjà impliqués dans d'autres activités légales et illégales. En légalisant la drogue, on leur retire leur plus grande source de revenus. Si on les prive de ce capital, ils auront moins d'argent à investir dans d'autres secteurs. Bref, je ne pense pas qu'ils s'effondreront, tout comme la mafia ne s'est pas effondrée quand la prohibition de l'alcool a été levée aux États-Unis. Mais on réduira leur pouvoir, on diminuera leurs profits. La guerre de la drogue est arrivée depuis longtemps en Europe. Le maire de Sevran, en région parisienne, peut en témoigner. Les victimes sont non seulement des consommateurs, mais aussi des jeunes gens qui se disputent le marché de la drogue. Bien souvent, cela se passe dans des banlieues frappées de plein fouet par la crise et le chômage. Rien qu'en 2008, la guerre de la drogue a fait 24 morts en Seine-Saint-Denis. Dans la cité des Baudottes, à Sevran, des bandes de trafiquants se sont violemment affrontées pour défendre leur territoire. Stéphane Gatignon a voulu lancer une alerte en appelant de ses vœux les casques bleus de l'ONU. Aujourd'hui encore, dans ce quartier, il préfère ne pas se montrer avec une équipe de télévision. Les gens s'attachent à quelque chose. Les gens s'attachent... L'image des casques bleus, c'était évidemment provoquant. C'était pour marquer, mais c'était vraiment casque bleu. C'était pas l'armée, c'était les casques bleus. C'était pour dire, voilà, il faut une force d'interposition. Il faut des gens qui se mettent entre les bandes pour arrêter cette violence, arrêter que les gens se tirent dessus, arrêter le fait qu'on ait des morts, qu'on ait des gens blessés. Aujourd'hui, il y a des gens à Sevran, mais comme dans d'autres villes autour, qui sont marqués à vie par des blessures. Voilà, ils sont marqués à vie. Donc, c'était plus possible. Donc, on n'était pas entendu, c'était un grand coup de poing sur la table. Son appel a fait grand bruit dans toute la France. Le gouvernement a réagi en envoyant les forces de l'ordre.
Sevran est resté presque 1 an et demi sous protection policière. Le trafic, la guerre entre dealers et les stupéfiants, ici surtout du cannabis, n'ont pas disparu mais se sont déplacés dans d'autres banlieues. Si à Sevran la situation s'est améliorée, le problème persiste comme ailleurs en France. En octobre 2015, 7 tonnes de cannabis sont saisies dans une banlieue chic de Paris. Et déjà, le président accourt pour saluer ce succès éclatant. Les cartels peuvent néanmoins se permettre de telles pertes, car elles sont incluses dans le prix. Les affaires continuent. Simplement, on rassure l'opinion publique en disant qu'on est sur la bonne voie. Le maire de Sevran, Stéphane Gatignon, attaque le mal à la racine. Il met sur pied des programmes sociaux et sportifs pour les jeunes et fait raser des barres d'immeubles pour juguler le trafic. Il n'y a pas eu de mort, il y a eu des règlements de comptes divers, mais pas à ce point-là, et puis c'était plutôt autour. Là, les choses se sont apaisées, mais on n'a rien réglé. Il faut être clair, on n'a rien réglé quand on a fait ça. Donc voilà, après, je crois qu'on est dans ce que je disais, c'est un tel c'est un tel apport financier qu'on peut... Si on ne prend pas des décisions, si on ne comprend pas la société, si on ne voit pas, y compris, c'est pas seulement une situation franco-française, c'est une question européenne, c'est une question planétaire. Si on ne se met pas à cette échelle-là, on ne s'en sortira pas. Ronald Milling connaît bien le commerce de la drogue. Il a été dealer et plusieurs fois millionnaire grâce aux profits astronomiques qu'il a engrangés. Pour lui, il est clair que la guerre de la drogue n'impressionne pas les cartels. Au contraire, ils en profitent. On a beau interdire certaines drogues, elles ne vont pas disparaître. Des gens comme moi vont se dire « c'est un super business, je vais me lancer ». Donc je me lance. Je peux évidemment tirer les prix vers le haut et réaliser de gros profits. Alors comment gagner la guerre de la drogue? On en attrape un, il y en a un autre qui apparaît. Ronald Milling est en prison à Hambourg. Aujourd'hui, il est en semi-liberté. Dans le milieu, on le surnomme le roi de la neige. Il a importé de la cocaïne de Colombie par containers entiers et a été condamné par 2 fois à 10 ans de détention. En tôle, tout est interdit, le hashish, la cocaïne, l'héroïne. Il y a des sanctions pour ça. Pourtant, les détenus fument tous les jours du spice, du cannabis de synthèse. En tôle, 50% des gars sont défoncés et même 80% certains jours. Ils consomment du spice, des psychotropes ou je ne sais quoi, mais ils sont tous défoncés. Comment un État compte-t-il créer une société sans drogue s'il ne peut même pas protéger ses prisons ? Il n'y a pas 36 solutions. L'État doit prendre lui-même les choses en main. Dans le cas présent, l'État est une instance essentielle parce qu'il est le seul à pouvoir organiser la fabrication, la distribution et le conseil en matière de drogue illicite de manière à protéger les usagers. L'illégalité ne protège absolument pas les consommateurs et encore moins les jeunes. Martha était une jeune fille de bonne famille d'Oxford, pleine de vie. Elle est morte à 15 ans seulement. Le 18 juillet 2013, des amis de ma fille ont acheté un demi-gramme d'ecstasy, de poudre de MDMA. Elle était pure à 91%. 2 jours plus tard, le 20 juillet,
Un samedi matin, elle a pris la drogue. Elle l'a avalée, puis est venue ici au bord de ce lac où elle venait souvent avec ses amis. Elle a dit qu'elle avait très chaud et qu'elle voulait se baigner dans le lac. Ses amis l'ont donc amenée au bord de l'eau pour qu'elle puisse barboter et se rafraîchir. Mais soudain, elle s'est effondrée près de cet arbre. Pendant environ 40 minutes, les secouristes ont tenté de la ranimer. Mais malheureusement, elle n'a pas repris conscience. Officiellement, elle est morte à son arrivée à l'hôpital. Pour moi, cet endroit est sa dernière demeure. Elle a rendu son dernier souffle au bord de ce lac. Martha ignorait ce qu'elle prenait. Elle avait déjà essayé l'ecstasy, mais cette fois, le produit était bien trop pur. Son corps aurait supporté 70 à 80 mg. Or, elle a avalé 450 mg sans le savoir. Elle est morte en 2 heures. Martha voulait s'amuser, pas mourir. Dans nos sociétés, il existe des réglementations ou des marchés régulés pour toutes les substances qui sont dangereuses. Nous contrôlons le tabac, l'alcool, les médicaments. Nous contrôlons même les aliments et les jouets pour enfants. Il y a toujours un certain degré de répression, un certain nombre d'interdictions. Par exemple, on ne peut pas vendre de tabac aux adolescents. On ne peut pas non plus en consommer dans un espace public. De même, la consommation d'alcool est soumise à des restrictions. Au fond, il n'y a que les drogues qui soient frappées d'interdiction absolue. Une fois par an, la Hanfparade, la parade du chanvre, est organisée dans la capitale allemande pour promouvoir la légalisation du cannabis. Seuls quelques responsables politiques dans le monde osent aborder ce sujet. Frank Tempel était policier à la brigade des stupéfiants et travailleur social. À ses yeux, interdire la consommation de cannabis est absurde et contre-productif. La police n'est ni compétente ni qualifiée en la matière. On pourrait, selon lui, s'inspirer d'autres modèles. Grâce à la réglementation sur les boissons alcoolisées, je sais qu'il y a 5% d'alcool dans la bière, 15% dans la liqueur ou au moins 40% dans l'eau de vie. En tant que consommateur, je peux choisir. Et tout le monde ne consomme pas des alcools forts. Certains préfèrent boire une bière pour ne pas être complètement saoul. Pour le cannabis, c'est la même chose. Tout le monde n'a pas envie d'être défoncé. Certains veulent juste se détendre. Impossible de savoir ce qu'on consomme. Autrement dit, le cannabis est d'autant plus dangereux qu'il est illicite et qu'il n'y a pas de normes de protection du consommateur. Le dealer met un produit sur le marché et le client ne sait pas exactement ce qu'il achète. Sur un marché légal, il serait informé et pourrait se protéger. On ne connaît pas de cas de décès liés au cannabis. Par contre, l'alcool tue chaque année 2,5 millions de personnes. L'alcool est une drogue licite. Le pharmacologue britannique David Nutt a étudié la dangerosité des drogues pour le consommateur et pour la société. La plus néfaste est de loin l'alcool. Si on regarde les études menées sur les drogues les plus nocives, tant pour l'individu que pour la société, l'alcool arrive loin devant. Et c'est un produit licite. Les scientifiques débattent de la politique à adopter en matière de drogue. Selon l'ONU, seuls 5% de la population mondiale consomme des stupéfiants. Michel Hautefeuille, chercheur et psychiatre addictologue à Paris,
estime que plus de 90% des usagers maîtrisent leur consommation. Tout le monde ne devient pas dépendant ni ne développe un rapport problématique au produit. C'est beaucoup moins, c'est de l'ordre de quelques pourcents. C'est-à-dire c'est largement inférieur à 10%. C'est-à-dire qu'on est... il faut bien comprendre que le rapport problématique à une drogue, il ne tient pas que au produit. C'est-à-dire qu'on sait depuis longtemps que pour qu'il y ait addiction, il faut qu'il y ait rencontre entre un produit, d'une part, mais aussi avec une personnalité donnée et un moment socio-culturel donné. S'il manque un de ces trois éléments de l'équation, on n'a pas de pathologie, on n'a pas d'addiction au sens pathologique du terme. C'est souvent ce qu'oublient les gens qui pensent que c'est le produit qui fait le toxicomane. Reda El Arbi retourne sur le lieu de ses pires souvenirs. Il était héroïnomane. Il traînait ici, au Letton, grand repère de drogués dans les années 80 et 90 à Zurich. Je ne suis pas un défenseur de l'usage des drogues. Pour moi, c'est terminé. Mais je pense que le fait de m'interdire d'en prendre, et c'était interdit à l'époque où j'étais accro, ne m'a absolument pas dissuadé. Au contraire, j'étais jeune et je me disais, je suis en marge de la société. Ce côté rebelle me plaisait bien. La gare désaffectée de Letton et avant elle le parc voisin du Platzspitz était alors le plus grand marché à ciel ouvert de la drogue en Europe, et ce, au cœur de Zurich. Pendant 15 ans, Reda El Arbi a fréquenté ce lieu. Il lui a fallu 7 ans pour décrocher. Entre-temps, la ville de Zurich a changé de politique, fait évacuer le site en 1995 et proposé des programmes d'aide. C'est une chance que Reda soit encore en vie aujourd'hui. Dans ma bande, on était 12. On n'est plus que 2 aujourd'hui. Les 10 autres sont morts de multiples effets collatéraux de la consommation de drogue. Mauvais encadrement médical, infection au VIH par l'échange de seringues. Petit à petit, les choses se sont améliorées grâce à une autre politique. J'ai pris conscience que la politique menée en matière de drogue n'était pas la bonne, qu'elle conduisait à la discrimination, à la marginalisation des toxicomanes et, bien pire encore, à la mort par overdose, mais surtout à la contamination. Nous étions au pic de l'épidémie de sida. Et c'était terrible. On s'est rendu compte que c'était un désastre auquel il fallait mettre fin, qu'on devait aider les gens et qu'une politique répressive ne donnait aucun résultat. C'est ce qu'on avait fait pendant des années et ça n'avait pas marché. Alors on s'est dit qu'il fallait essayer autre chose. On a mis en place la fameuse politique des 4 piliers qui n'est plus seulement axée sur la répression, mais repose aussi sur la protection de la santé et de la vie, la réduction des risques et la prévention. On a investi beaucoup d'argent dans ce dernier domaine. Depuis, en Suisse, les toxicomanes ne sont plus traités comme des criminels. Ils sont considérés comme des personnes ayant besoin d'aide. Ici, ils reçoivent de la méthadone, de la morphine, des médicaments et un soutien psychique. Qu'en serait-il si cette aide n'existait pas? Ce serait l'horreur. Je devrais me fournir dans la rue, où on trouve que de la daube, des produits coupés. Je serai en manque parce que j'ai d'énormes besoins.
Non. Non. Non, je serai plus là. Fini. Ça reste une maladie chronique. Ce serait naïf de penser qu'on peut guérir un toxicomane. Je compare ça à d'autres maladies chroniques comme le diabète ou l'hypertension. Une fois qu'on les a, on les garde toute la vie. Par la prescription de médicaments et un traitement adapté, on fait en sorte que ces pathologies causent le moins de dégâts possible et nuisent le moins possible à la qualité de vie du patient. Eh bien, c'est pareil pour les addictions. C'est-à-dire que la prohibition est complètement submergée lorsqu'il s'agit d'un rapport problématique aux produits. C'est pour ça qu'il est faux d'imaginer que s'il y avait légalisation des drogues, il y aurait plus de malades. C'est pas vrai. Les gens qui doivent être malades le sont déjà. Maya est malade depuis 30 ans, dépendante à la drogue. 3 fois par jour, elle vient dans ce centre d'aide aux toxicomanes de Zurich et s'injecte de l'héroïne légale sous surveillance. La Suisse achète de la drogue en Turquie et en Australie et la prépare. Le tout est financé par l'assurance maladie et la commune. Pour bénéficier de ce programme, il faut justifier de 2 ans d'addiction et de 2 échecs thérapeutiques. J'ai retrouvé un boulot à temps partiel. J'organise ma vie autrement. Avant, au réveil, je me demandais comment j'allais trouver de l'argent pour me payer ma dose. Maintenant, je me lève, je me fais un café et je vais consommer. Ça fait une énorme différence. Bien sûr, je suis toujours dépendante et je ne me fais pas d'illusions. Je sais que je ne décrocherai jamais. Aujourd'hui, l'héroïne ne pose plus vraiment problème parce que dans les faits, elle est quasiment légalisée avec les programmes de méthadone. Bien sûr, il y aura toujours des problèmes marginaux, mais au fond, c'est une bonne solution qui nous montre que la légalisation aide les toxicomanes. Il faudrait faire la même chose pour les autres drogues illicites. Cela donnerait un coup d'arrêt aux legal highs, ces produits qui sont inventés justement pour contourner la loi. Au Portugal, une nouvelle politique est mise en œuvre depuis 2001. À la fin de la dictature salazariste, la consommation d'héroïne a explosé. La réponse fut de dépénaliser l'usage des stupéfiants. La possession d'une quantité équivalente à 10 jours de consommation personnelle n'est plus sanctionnée. Le Portugal a compris très tôt que ce n'était pas un crime de porter atteinte à sa santé et que les toxicomanes avaient surtout besoin d'aide. Lorsque les gens viennent nous voir, ils ont encore énormément de colère en eux. Ils n'ont pas d'attache, pas de repères. Ils sont sans famille, sans emploi, coupés de tout lien social. Nous avons des choses qui nous structurent. Eux n'ont plus rien. Cette unité mobile traite chaque jour 1200 héroïnomanes. Avec une gorgée de méthadone, ils tiennent 24 heures sans avoir de symptômes de manque, ni tomber dans la délinquance. J'ai commencé à consommer de l'héroïne avec des amis. Et je ne savais pas dans quoi je m'embarquais. Et puis 1 mois après, j'étais accro. Plus tard, cet homme a eu accès au programme de substitution où l'on respecte chacun comme il est, avec pour objectif la réinsertion. Je conseille aux jeunes qui consomment de l'héroïne de prendre de la méthadone, c'est très bien. On peut mener une vie normale, travailler. Avec la méthadone, on a moins d'angoisse, on se sent mieux. Et avec le temps, si on veut décrocher, on peut y arriver, petit à petit.
Il y a eu de nombreuses rumeurs sans fondement. Nos jeunes ne commencent pas si tôt que ça à consommer de la drogue. Les Nations Unies n'ont pas, comme on a pu l'entendre, appliqué de grosses sanctions parce que nous allions enfreindre les conventions que nous avions signées avec elles. Les organes des Nations Unies ont eux-mêmes constaté que malgré cette dépénalisation, il n'y avait pas eu d'accroissement ni d'explosion de la consommation au Portugal. Bien au contraire. Cette commission se trouve au cœur du modèle portugais. Celui qui se fait prendre avec de la drogue est assigné en justice. Cela ressemble à une audience, mais le but n'est pas de sanctionner. Il s'agit de proposer des programmes de désintoxication. Psychologues, éducateurs et avocats évaluent chaque cas, individuellement. Concernant la décision, nous allons suspendre la procédure durant quelques mois. Qu'est-ce que ça implique? On va observer quelque temps ce qui se passe. Si aucun fait de ce genre ne nous est rapporté durant ces mois d'abstinence, nous archiverons la procédure. D'accord? C'est un système qui nous permet d'avoir une certaine liberté. On peut mener une vie plus ou moins tranquille, avec certaines obligations. Mais c'est tout à fait normal qu'il y ait des conséquences à ce genre de choses. Même si certaines améliorations pourraient être faites, je trouve qu'en ce qui concerne les peines appliquées aux consommateurs de drogue, le système du pays est assez juste. Derrière la consommation de drogue, il y a une notion dont on parle rarement. C'est la recherche du plaisir. Les personnes consomment de la drogue pour deux motifs: favoriser le plaisir ou soulager la douleur. Dans la vie, il y a des moments plus agréables que d'autres. Et l'utilisation des substances permet de maximiser les situations agréables, comme les fêtes, les soirées, etc. Et dans les moments plus difficiles, où l'on souffre plus, l'utilisation des substances permet de soulager la souffrance. L'histoire de l'humanité nous montre qu'il existe des substances ou des drogues depuis toujours et que beaucoup de gens en consomment de manière modérée ou contrôlée, sans devenir dépendants. C'est probablement ce qui fait toute la dimension humaine, c'est-à-dire que moi, j'ai l'habitude de dire que l'homme est un animal mystique parce que drogué. C'est-à-dire c'est parce qu'il a utilisé des produits qui le mettent en contact avec une autre réalité qu'il est devenu ce qu'il est devenu. C'est-à-dire c'est probablement une des choses qui nous sépare beaucoup du reste du règne animal. À quel moment commence-t-on à se droguer, physiquement? Un enfant de 2 ou 3 ans s'amuse souvent à tourner sur lui-même pour jouer. Tous les enfants du monde font ça, très tôt. Ils le font parce que ça leur fait tourner la tête. Le cerveau émet une substance qui leur fait ressentir un petit vertige. Et ça leur plaît. Une mère ne met pas son enfant en prison parce qu'il s'amuse à s'étourdir. Elle va lui dire que s'il tourne plus de 3 ou 4 fois, il risque de se faire mal. Et l'enfant va apprendre à se contrôler. C'est la même chose pour les adultes avec l'alcool. La grande majorité des adultes, quand ils consomment de l'alcool, le font de façon responsable. C'est une question de modération. Il faut apprendre à maîtriser la consommation de substances psychotropes.
La consommation de marijuana est largement répandue en Espagne. Pour échapper au marché noir, aux parcs publics, à la rue et à l'illégalité, des centaines de clubs de cannabis ont discrètement vu le jour à Barcelone et dans les environs. L'entrée est réservée aux membres. L'un d'eux cultive de l'herbe pour tous dans un endroit secret. On consomme après le travail dans une ambiance conviviale, le tout dans une zone grise. Nous travaillons à un changement au niveau législatif et politique. Il est clair qu'il faut d'abord changer les mentalités, en finir avec la stigmatisation. Les gens doivent comprendre que les consommateurs de cannabis n'appartiennent pas tous à une même classe sociale. Il y en a dans toutes les couches de la société. Le consommateur de cannabis type, tel que nous le présentent les tenants de la prohibition, n'existe pas. Il faut donc en finir avec les tabous, avec les problèmes de moralité et surtout mettre l'accent sur l'éducation, l'information, la limitation des risques et la gestion des plaisirs. Bienvenue à bord et merci d'avoir choisi la FEDCAC. Pour profiter pleinement de votre voyage, nous vous demandons d'oublier toutes les idées préconçues que vous pourriez avoir sur le cannabis et de veiller à garder l'esprit le plus ouvert possible. À la FEDCAC, nous avons défini un certain nombre de normes pour une consommation responsable du cannabis. Veuillez écouter avec attention les recommandations suivantes. Pour pénétrer dans nos locaux, vous devez obligatoirement présenter une pièce d'identité à la porte d'embarquement. Seules les personnes âgées de plus de 18 ans peuvent accéder à nos services. Vous devez en outre avoir déjà consommé du cannabis et être parrainé par un autre membre ou avoir une prescription médicale. Si vous souffrez d'une pathologie relevant d'un traitement par le cannabis, adressez-vous à notre personnel au sol, qui vous dirigera vers le cabinet thérapeutique. Notre équipage se fera un plaisir de vous conseiller, car notre devoir est d'assurer en permanence votre sécurité. La FEDCAC vous remercie de collaborer avec elle et vous souhaite un agréable vol. Voici un choix de feuilles de cannabis qu'aucun dealer ne peut offrir. Avec des informations sur l'âge, les tests en laboratoire et la teneur en principe actif. Les membres viennent chercher leur part, jusqu'à 3 grammes par jour. Le gramme coûte entre 5 et 8 euros. Voilà comment le club se finance. Le transport et la vente de marijuana sont interdits. On consomme à l'intérieur du club. Un modèle qui fait école. L'Uruguay s'inspire des expériences menées à Barcelone. Fin 2016, la Californie décidera par référendum de légaliser ou non le cannabis. Mais d'ores et déjà, une Cannabis Business Conference, ou conférence des entreprises de cannabis, se tient chaque année à San Francisco. Ethan Nadelman est l'un des militants les plus actifs pour la légalisation et la réglementation de la marijuana. Dans une vie antérieure, il a enseigné la politique à Princeton. Depuis des années, il poursuit un seul objectif, mettre fin à la guerre de la drogue. À la fin du 19e siècle aux États-Unis et dans bien d'autres pays, l'opium, la morphine et même l'héroïne pendant un temps étaient licites. Personne ne songeait à les pénaliser.
Parce que personne ne voulait envoyer en prison les femmes blanches de la classe moyenne, qui étaient les principales consommatrices. C'est seulement quand les Chinois sont arrivés dans notre pays et ont importé leur habitude de fumer de l'opium que ce produit a été interdit. Les premières lois sur la cocaïne visaient uniquement à criminaliser les Noirs du Sud. De même, les premières lois sur la prohibition de la marijuana avaient pour but de stigmatiser les Américains d'origine mexicaine et les immigrés mexicains de l'ouest et du sud-ouest du pays. L'idée que les drogues interdites sont plus dangereuses repose non pas sur des connaissances scientifiques, mais sur la perception que l'on a de leurs usagers. Les pays ou régions du globe ayant les taux de prisonniers les plus élevés sont pour la plupart ceux-là même où se trouvent les stupéfiants. La Colombie, l'Amérique centrale, le Mexique, les Caraïbes, les États-Unis. Les États-Unis comptent plus de détenus pour 100 000 habitants que la Chine et la Russie. Nous avons besoin de plus de prisons, de tribunaux, de procureurs. C'est ainsi que la croisade contre la drogue transforme le pays de la liberté en État-prison. La prohibition fait de la population à la marge un bouc émissaire. Il faudrait consommer 100 fois plus de poudre de cocaïne blanche que de crack pour écoper d'une peine équivalente. C'est un malentendu absolument effroyable, mais cela montre clairement que le crack est la drogue des Noirs et qu'il faut lui déclarer la guerre. La cocaïne blanche est la drogue des Blancs. Alors, tant qu'ils ne dérangent pas la société, on les laisse tranquilles. Conséquence, le nombre de prisonniers dans les geôles américaines a été multiplié par 4 au cours des dernières décennies. Seuls 5% de la population mondiale vit aux États-Unis, mais 25% des détenus se trouvent dans une prison américaine. Henry Wooten est un prisonnier type du Texas. Il a été condamné à 35 ans de détention pour la possession de 100 grammes de cannabis. Une peine excessivement lourde, alors que son fils grandit sans père. J'ai fait une erreur. Et quand on fait une erreur, on est puni et on le paye. Mais ça ne devrait pas être aussi dur. Ils m'ont dit, peu importe que tu aies tort ou raison, on te met en prison pour le restant de tes jours. Ils m'ont pris ma liberté. C'est ma vie. Je devrais avoir les mêmes droits que n'importe qui d'autre. Aux États-Unis, c'est devenu financièrement intéressant d'incarcérer énormément de personnes. Tout incite à le faire. Pour mettre fin à ces incarcérations massives, il faut changer non seulement toute une idéologie, mais aussi la structure économique et socio-économique de la société américaine. Barack Obama voit d'un œil critique les incarcérations massives pour les délits liés à la drogue. En 2015, il a été le premier président américain en exercice à visiter une maison d'arrêt. Il veut réduire le nombre de peines de prison légère. J'espère qu'en regardant la réalité, en nous tenant aux faits, nous pourrons savoir quels changements sont nécessaires pour économiser l'argent des contribuables, rendre nos rues plus sûres et peut-être plus important encore, préserver les familles. Il faut briser le cercle vicieux dans lequel les jeunes, surtout de couleur, se retrouvent. Ils sont pris dans un système pénal qui les empêche de décrocher un emploi et de devenir des citoyens à part entière. Dans l'État du Colorado, le cannabis est autorisé depuis 2014 à la suite d'un référendum.
de grandes plantations de chanvre ont vu le jour dans des serres flambant neuves ou d'anciennes structures. Le Colorado est un laboratoire. La légalisation et la réglementation du cannabis peuvent-elles fonctionner ? Tout d'abord, nous n'allons pas échouer. Nous avons déjà gagné. La question est de savoir si le reste du monde est prêt à le reconnaître ou pas. On nous a dit que le ciel nous tomberait sur la tête, que ça détruirait notre économie, que ça tuerait le tourisme, que la consommation de cannabis exploserait chez les adolescents, que le nombre d'accidents de la route serait décuplé, que la criminalité se répandrait partout. C'est exactement l'inverse qui s'est produit. Ces voyages organisés en car contribuent au boom du tourisme. Ici, dans le Colorado, vous pouvez consommer du cannabis. Mais la dose recommandée est de 10 mg de THC. Je vous conseille de respecter cette consigne aujourd'hui. Je ne voudrais pas qu'il vous arrive quoi que ce soit pendant le voyage. Le circuit dans Denver dure 4 heures et inclut naturellement conseils et achats. Je pense qu'après 22 mois, il y a beaucoup de choses dont nous pouvons être fiers. Nous n'avons pas vu le ciel s'effondrer sur le Colorado. La consommation des jeunes n'a pas explosé. Il existe à présent une industrie légale qui vend de la marijuana en respectant une réglementation qui est même plus stricte que celle relative à l'alcool. Pour l'année 2015, nous estimons les recettes fiscales à environ 93 millions de dollars. Ce n'est pas négligeable. Désormais, rien que dans le Colorado, l'industrie du cannabis génère des milliards de dollars. Autant d'argent qui ne va pas dans les poches d'organisations criminelles violentes. Maintenant que le cannabis est autorisé, de petits chefs d'entreprise en profitent, tout comme l'État et les communes avec les recettes fiscales. L'an dernier, l'État du Colorado a prélevé environ 70 millions de dollars d'impôts et de taxes sur les entreprises autorisées à produire du cannabis. Tout cet argent pourra servir à organiser des campagnes de prévention pour les adolescents, à informer la population et à prendre d'autres mesures de sécurité. La ville de Denver a encaissé à elle seule 22 millions de dollars. Pour l'ensemble du pays, les recettes fiscales générées par la légalisation du cannabis pourraient atteindre 50 milliards de dollars par an. Les climatisations modernes fournissent des conditions optimales aux plantations de marijuana, tout comme l'arrosage manuel et l'éclairage artificiel qui assurent le cycle jour-nuit. Dès le début, chaque plante reçoit un code, bleu pour la consommation récréative, jaune pour une utilisation médicale. Cela permet un contrôle sans faille durant tout le processus de croissance et de production. Chaque étape de la transformation jusqu'au séchage des feuilles est saisie et surveillée par des caméras vidéo. La nuit, les entreprises comme Medicine Man de Denver doivent mettre toutes les données et les images de vidéosurveillance sur un serveur du gouvernement afin que l'État du Colorado garde le contrôle. Ici, on fait 5 récoltes par an. Un tel dispositif de réglementation et de surveillance correspond à l'approche de la Commission mondiale sur la politique des drogues, composée d'anciens chefs d'État et de gouvernement qui veulent mettre fin à la guerre de la drogue. L'objectif de la réglementation est non seulement d'endiguer le marché noir, mais aussi de l'assécher, de faire en sorte qu'il n'existe plus ou qu'il se limite à quelques niches. Je pense vraiment que nous jugulons le marché noir. Il y a toujours de la contrebande dans le Colorado, et ce pour plusieurs raisons. Mais chaque dollar de plus pour le marché réglementé est un dollar de moins pour le marché noir. À terme, nous espérons pouvoir supprimer totalement le marché noir.
L'Uruguay a été le premier pays du monde à légaliser et à réglementer la marijuana en 2014. Chacun peut en cultiver jusqu'à 6 plants. Les clubs de cannabis peuvent accueillir jusqu'à 45 membres et faire pousser jusqu'à 99 plants. 2 entreprises ont obtenu une autorisation de culture et de production. Le cannabis est vendu en pharmacie aux citoyens enregistrés de plus de 18 ans. Ils ont droit à 10 grammes maximum par semaine. Dans l'État du Colorado, plusieurs entreprises de marijuana se sont créées depuis la légalisation en 2014. L'offre de produits est variée dans les nombreux commerces. L'accent est mis sur le conseil personnalisé. Pour le moment, on ne peut payer qu'en espèces et cela restera ainsi tant que les États-Unis n'auront pas adopté de loi commune sur le commerce légal du cannabis. Ici, chaque produit est clairement identifié, ce qui n'est pas le cas sur le marché noir. On sait ce qu'il y a à l'intérieur. Le client peut choisir quels effets il recherche ou à quel risque il s'expose selon la teneur en tétrahydrocannabinol, ou THC, l'agent psychoactif qui est indiqué sur chaque sachet. La marijuana est aussi utilisée à des fins thérapeutiques. Depuis des millénaires, elle sert de plante médicinale dans de nombreuses civilisations. Des composants tels que le THC et le CBD, le cannabidiol, ont des propriétés analgésiques et anti-inflammatoires. Le produit n'est délivré que sur ordonnance. Sa vente est donc rigoureusement contrôlée. Autre avantage de la légalisation, les vertus médicinales du cannabis peuvent être mieux étudiées. Les gens de tous les États-Unis et du monde entier viennent dans le Colorado pour voir si le cannabis est une solution appropriée à leurs problèmes de santé. On les appelle les réfugiés du cannabis. Le plus jeune a environ 2 mois et demi et la plus âgée dans les 80 ans. Le cas de cette petite fille a créé l'événement aux États-Unis. Manifestement, le cannabis aide à soigner l'épilepsie. Il s'agit d'extraits de chanvre fortement dosés en CBD et issus de croisements de cannabis. Ce produit présente d'énormes avantages pour la santé. Il a une forte concentration en CBD et une faible teneur en THC, si bien qu'il ne rend pas euphorique, qu'il n'est pas psychoactif. Ça a été un soulagement pour moi parce que pendant près de 10 ans, mon fils a été assommé de médicaments. J'ai été très heureuse d'apprendre que je pouvais utiliser une substance végétale naturelle qui ne soit pas psychoactive et qui possède de formidables vertus, des propriétés anti-inflammatoires, antioxydantes et neuroprotectrices. Ça m'a emballée. La nouvelle s'est vite répandue. Chaque mois, des milliers de parents d'enfants malades que les médecins ne peuvent plus aider prennent contact avec la fondation qui dispense le produit. Des centaines de familles ont déjà déménagé dans le Colorado. Mais pour certaines, il est trop tard. Dernièrement, j'ai reçu plus de 30 emails qui me disaient « Rayez-moi de la liste, mon enfant est mort ». On est dans l'urgence. Je vois les choses autrement que certains hommes politiques assis derrière leur bureau. Eux ne répondent pas chaque mois à 7000 appels de familles désespérées qui ne savent plus quoi faire. Il n'y a qu'un moyen de changer cette situation. Les familles doivent faire pression pour avoir accès à ces produits à base de cannabis partout aux États-Unis. Un accès contrôlé, mais un accès quand même. La famille de Maggie fait partie des réfugiés du cannabis. Alors qu'elle n'a que 6 semaines, la fillette commence à faire des crises d'épilepsie. Aucun traitement n'est efficace. À 5 mois, les médecins ne laissent guère d'espoir aux parents. Mais ceux-ci ne veulent pas se résigner. Ils entendent parler des bienfaits du cannabis à usage thérapeutique. Quand Maggie a 17 mois, il quitte le Tennessee pour le Colorado. Avant de prendre du cannabis, elle était complètement différente. Elle faisait plus de 500 crises par jour.
En fait, le moindre mouvement déclenchait une crise. Elle était amorphe, sans énergie, et elle survivait juste. Quand nous étions dans le Tennessee, tout ce que nous pouvions faire, c'était la maintenir en vie. Maintenant, nous commençons à profiter de la vie. Nous sortons, nous avons des activités, et elle vient de commencer l'école maternelle. Ça aurait été tout bonnement impensable avant. Nous ne courons plus sans cesse d'un rendez-vous chez le médecin à un autre. Nous n'allons plus à l'hôpital. Bref, ça va mieux et nous faisons plein de choses. En quoi le cannabis aide-t-il les enfants épileptiques? Les scientifiques n'ont pas encore de réponse claire à cette question. Le Colorado veut investir dans la recherche avec les recettes fiscales provenant de la vente de marijuana. La plus grande fête techno au monde. Près d'1 million de personnes dansent à la Street Parade de Zurich. Pour les autorités sanitaires, c'est l'occasion d'informer les jeunes sur les drogues illicites et d'analyser ce qu'ils ont apporté. Un laboratoire mobile est mis en place par le service cantonal de la pharmacologie de Berne. Avant de les consommer, les usagers font tester leurs produits, cocaïne, ecstasy ou héroïne, pour savoir quel est leur degré de pureté et s'ils sont coupés avec des substances dangereuses. Ils ignorent ce qu'ils ont vraiment acheté. C'est donc une opération de prévention. Nous estimons remplir notre mission quand nous évitons à un usager de se retrouver aux urgences parce qu'il ne sait pas ce qu'il a acheté, ou que ce n'est pas le produit qu'il voulait, ou encore qu'il est très fortement dosé et donc susceptible de causer des problèmes de santé. Par notre action, nous voulons éliminer ces risques et permettre aux consommateurs de prendre une décision de manière rationnelle et en toute connaissance de cause. Les drogues pures peuvent être aussi dangereuses que les produits coupés, à l'instar de l'alcool pur. 99%. Parfaitement pur. Le souci quand un produit est aussi pur, c'est le dosage. Par exemple, si tu veux prendre 50 mg, il te faut une balance très précise. C'est toujours le même problème avec la poudre de MDMA. Comment doser ? Un test comme celui-là aurait pu sauver la vie de Martha, 15 ans. Elle aussi avait pris de la MDMA. Elle ne savait pas qu'étant pure à 91%, elle pouvait être mortelle. Avec les drogues illicites, il n'y a ni notice, ni liste des composants. Anne-Marie Cockburn a écrit un livre sur la mort de sa fille. Désormais, elle milite pour innover en matière de politique des drogues. Il est urgent d'agir. Martha a été victime de la politique britannique de lutte contre la drogue. D'autres jeunes sont morts depuis la disparition de ma fille. Ils sont dans les journaux pendant 24 heures, puis leur visage disparaît, terminé. Nous nous habituons à ces gros titres et ce n'est pas acceptable. Je ne souhaite à personne de vivre ce que j'ai vécu. Tant que nous ne ferons rien, d'autres parents viendront grossir les rangs des familles endeuillées.
Si en 2013 les drogues avaient été réglementées, Martha serait sûrement encore en vie aujourd'hui. C'est que c'est justement parce que les drogues sont dangereuses qu'il faut les légaliser. C'est parce que le danger à la fois sanitaire, économique, social, politique, culturel est énorme, que nous sommes dans un chaos total par rapport à ça, qu'il est important de remettre de l'ordre, de mettre des nouveaux cadres de fonctionnement, des nouvelles réglementations, et que tous ces cadres de réglementation sont inscrits dans l'idée même de légalisation. Je continue à penser qu'il faut examiner dans le calme et en détail toutes les sources scientifiques dont nous disposons et étudier les risques potentiels des différentes drogues. Sur cette base, nous pourrons ensuite mettre en place une structure et un programme de contrôle optimal. C'est un long processus qui me paraît néanmoins incontournable. Et un jour, peut-être, on ne pourra plus se procurer une drogue comme l'héroïne que sur ordonnance. D'autres produits seront en vente libre, dans des magasins spécialisés, où l'on informera les usagers, comme c'est déjà le cas pour le cannabis dans le Colorado. Quant à la cocaïne, on la délivrera peut-être sous une autre forme plus appropriée. Personne dans aucun pays ne propose de légaliser sans réglementer. Personne ne propose de vendre de la cocaïne ou de l'héroïne aux portes des collèges, ou de dire aux femmes enceintes de fumer de la marijuana. Personne ne préconise ça. Ce que l'on demande, c'est la mise en place de mécanismes de légalisation encadrés suffisamment stricts pour que la consommation de substances psychotropes soit moins nocive pour la société et se fasse de manière plus responsable. Je suggère l'instauration d'un permis de se droguer. Personne ne peut conduire une voiture sans permis, et bien personne ne devrait prendre de drogue sans permis. Si on légalisait la consommation, on pourrait impliquer les médecins. Ils gagneraient de l'argent, les pharmacies aussi gagneraient de l'argent, l'État empocherait des milliards. Et alors il faudrait 5 ans, peut-être 6 ou 7, pour être définitivement débarrassé du problème. Face à l'échec des politiques menées, l'ONU prévoit une conférence spéciale sur le problème mondial de la drogue en 2016. Il s'agit de débattre de nouvelles approches. Les anciens chefs d'État et de gouvernement qui ont fait eux-mêmes l'amère expérience de la militarisation de la lutte antidrogue sont particulièrement engagés. Les choses sont en train de changer et le débat est de plus en plus d'actualité. La question n'est plus socialement inacceptable, ce n'est plus mal vu, le tabou est tombé. Avec le cannabis, on a ouvert la voie. Mais il faudra des années pour que les pays changent les uns après les autres leur politique. Pour les drogues dures ou les autres produits, on aura besoin d'un peu plus de temps. Pour moi, nous avons changé de paradigme, c'est un fait. Nous devons tous commencer à réfléchir à ce que pourrait être le Mexique sans la prohibition, le monde sans la prohibition, les relations internationales sans la prohibition. Le débat est ouvert et personne ne pourra l'empêcher. Nous devons donc nous préparer à un nouveau modèle, bien structuré, avec une réglementation, des mesures gouvernementales, avec un encadrement familial, une véritable éducation à la maison et à l'école. Tout cela. On finira sans doute par légaliser complètement la marijuana. Et quand la prochaine génération repensera à la guerre contre la marijuana de la fin du XXe siècle et du début du XXIe, aux millions de détenus et à toute cette folie, elle dira la même chose que ce que les Américains disent aujourd'hui au sujet de la prohibition de l'alcool.
À quoi ça rimait? Pourquoi les gens pensaient-ils qu'il fallait arrêter et enfermer des millions de personnes? Pourquoi pensaient-ils qu'il fallait laisser ce business aux mains des gangsters au lieu de le taxer et de le réglementer? Je crois que les générations futures seront perplexes face à l'irrationalité et à la folie de la prohibition actuelle.